Hello tout le monde, aujourd'hui vidéo avec un invité de marque, Michel Dufrane. Je te laisse te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas, honte à eux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Arnaud de m'inviter sur ta chaîne. Je vais essayer d'être on fire pour que ta réputation soit intacte. Donc il est belge, on peut voir à l'accent et à l'humour déjà. Je suis de fait belge, je suis une vieille personne, ça se voit au poil blanc. Et non, si j'ai une casquette, c'est pas pour cacher de la calvitie, mais c'est parce que j'ai pas encore relancé mon chauffage et comme on est dans le nord, c'est bien qu'il fait très très froid. Donc, à la base, je suis critique littéraire et je travaille en médias généralistes, radio, télé, presse écrite. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse pas du tout, du coup. Alors, dans le cadre de cette vidéo. Oui, mais c'est ce qui nous intéresse un peu parce que je pense à un autre regard sur le monde du jeu, puisque depuis quelques années, j'ai pu faire accepter à mes rédactions diverses et variées l'idée de parler de jeux de société parce que c'est un marché qui est assez proche du marché du livre en termes de comportement. Et c'est de ça dont on va parler du coup justement. Voilà. Et avant d'être intermittent de la gaudriole, j'ai travaillé une grosse dizaine d'années chez un éditeur de bande dessinée à Paris. Voilà. Et c'est là qu'on arrive avec le lien. Voilà. Et fondamentalement, je ne suis ni journaliste et je n'ai pas fait d'études de philologie puisque je suis psychologue de formation. Donc un imposteur total. Hein. Voilà. Spécialisé dans la psychologie du travail et des organisations. Donc, je suis une sorte de couteau suisse étrange. Yes. Voilà. Et sur les réseaux, parfois, sur les réseaux, les gens me croisent parfois sous le pseudonyme de Miroslav Dragan, surnommé Miro, parce que j'ai déjà eu des conversations comme ça avec un ensemble de personnes. Mais tu sais que je l'ai su que récemment. Voilà. Je comprenais pas que c'était toi qui commentais les vidéos, en fait. tu n'es pas le seul, c'est pour ça que je précise. Voilà. Je fais mon coming out. Et du coup, c'est pour ça que je t'invite, parce qu'on a fait le trajet de Vichy ensemble dans la voiture de Paul Gara. Et à un moment, je sais plus comment, on est parti sur l'évolution du marché du jeu. Et je crois que je partais sur le fait que je disais naïvement, à un moment, ça va réduire la voilure, les gens peuvent pas acheter tous les jeux qui sortent, le volume va baisser. Et c'est là qu'on est rentré dans une démonstration qui m'a complètement retourné cet argument, enfin, qui était pas un argument d'ailleurs, qui était plutôt une sensation qui paraît être du bon sens, hein, vu que tout le monde a l'air de dire ça dans le milieu, que ça va réduire à un moment. Et là tu m'as dit, non, parce qu'en fait ce n'est que le début. Parce que t'as connu ça dans le livre, la BD, et d'ailleurs on voit bien que y a des éditeurs dont Hachette par exemple qui viennent dans le milieu du jeu, et donc a priori les deux milieux sont très proches. Et moi je l'avais vu notamment par les contrats, quand tu signes un contrat de jeu qui est un contrat d'auteur, qui a l'air de ressembler énormément au contrat de droit d'auteur du livre. Alors il y a les deux, il y a d'une part des grands acteurs du monde du livre et surtout du monde de la diffusion de produits culturels qui s'intéressent au jeu, mais tu vois de plus en plus dans le monde du jeu lui-même des gens qui viennent de là. Ouais. Donc par exemple chez Spiral, il y a un ancien du monde de l'édition, chez Kif Édition, une ancienne du monde de l'édition. Donc il y a quand même des liens. Et pour le gag, hier, je parle par rapport à l'enregistrement de ce mardi 1er octobre. Le mec est très précis. Hein. Livre Hebdo a fait un webinaire sur le monde du jeu à l'usage de ses usagers, donc des gens du monde du livre. Donc on sent que ces mondes sont liés. Alors pour répondre à ta première remarque, du coup. Du coup. Alors avec un décalage, avec une présentation en tant que personne qui connaît un peu le monde du jeu, tu es très étonné de la façon dont ils en parlent. Mais c'est ce qui va se produire dans les mois, semaines, années à venir, puisque le jeu est dans sa phase d'adolescence et va connaître sa crise de croissance et va commencer à appliquer les mécaniques qui sont en vigueur dans le monde du livre et dans le monde de la BD depuis 30-40 ans. Donc quelles sont-elles? Allons-y directement. Déjà, pourquoi t'appelles ça l'adolescence du jeu, et vers quoi on va aller? Déjà, qu'est-ce qui va se passer là à court terme, et vers quoi on va?
Alors j'appelle adolescence parce que on est dans une phase où on essaye des tas de trucs et on va voir ce qui marche vraiment. On est encore dans un mélange très étrange entre des acteurs hyper matures et très cyniques et la bande de potes qui jouent à Chabit dans un coin et parce que ça les fait marrer, c'est ça qui est cool. Tu fais référence à qui là? Bon, je vous laisse deviner. Et lentement mais sûrement, mais tout ça va se réguler et va tendre vers des mécanismes très cyniques liés à des éléments clés qui sont les éléments de marché. Et ce fameux discours que tu évoquais de réduction de voilure, on l'a connu dans le monde de la littérature, on l'a connu dans le monde de la bande dessinée début des années 2000, où on commence à dire, l'ancien monde dit, je ne peux plus tout acheter, je ne peux plus tout lire. Ouais. Il y a surproduction, il faut que ça se réduise. Yes. Et en interne, tout le monde te dit, non, il y a hyper-production, et on doit arroser tout le monde. Ouais. Et comme tes publics acheteurs sont en train de changer, puisque tu pars à la conquête de nouveaux marchés, de Madame Michu, de joueurs occasionnels, d'anciens joueurs qui vont redevenir joueurs, des joueuses, tout ce genre de choses, eh bien, tu multiplies ce qu'on appelle des niches. Yes. Et à partir du moment où tu multiplies les niches, ce qui est important, c'est de conserver ton mètre carré. Et donc, tu dois remplir ta niche. Ouais. Et tes niches, dans le cas des gros. Ou tes niches. Et c'est là aussi que tu vois que les phénomènes de concentration sont importants, parce que parfois, ça va pas être l'éditeur lui-même qui va remplacer la niche, mais ça va être la structure mère qui se débrouille pour que ces différents éditeurs occupent la dite niche. Ouais, ce qui se passe un peu avec Hachette, qui ont racheté des studios. Exactement. Et ce que ça crée aussi, c'est que du coup, ça on en parlait un peu, mais mécaniquement, j'ai l'impression que ça crée du sous-emploi dans le sens où, par exemple, si un studio avait un comptable à ce moment-là, une fois qu'il se fait racheter, en fait, ça va être le comptable d'Hachette, par exemple. C'est le principe des concentrations. Donc, on va racheter une petite boîte qui est dynamique, qui a une forme d'identité. On va dire que globalement, pendant 2-3 ans, on touche un peu à rien, mais en même temps, on va rentabiliser et concentrer toutes les activités annexes, donc la comptabilité, les graphistes et consorts, pour ne garder que l'image de marque, l'identité de la marque, quelques personnes clés, et voilà. Et tu le vois avec Hachette, qui quelque part, si tu analyses bien, se fait concurrence à lui-même à travers ses différentes boîtes. Asmodée, idem. Mais Yellow aussi, par exemple, puisque Yellow est diffuseur d'autres éditeurs. Enfin, voilà. Et avec ça, qu'est-ce que tu fais? Tu occupes des niches. Tu occupes vraiment tes espaces. Et c'est important parce que, alors de nouveau, je vais faire la comparaison avec la BD. Alors, évidemment, c'est à la louche, je tiens à vous rassurer. On n'est pas dans un cours d'économie culturelle. Dans la BD, tu prends avant les années 2000, qui s'intéressait à la BD? Des gamins de 10 ans et des vieux qui étaient très attachés à une forme de patrimoine, soit Black et Mortimer d'un côté ou Tintin, ou alors Métal Hurlant de l'autre. Et entre, il n'y avait rien. Et lentement mais sûrement, la BD a voulu conquérir tout ce qui est autre. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tout le monde a des BD chez lui. Que ce soit papy, mamie, des gamins, des jeunes militants ou des vieux cadres. Enfin, voilà. Tout le monde peut trouver une bande dessinée qui correspond à ses besoins, à ses attentes, à ses envies. Tu dois faire un cadeau, tu te poses pas la question. Tu rentres dans un magasin de BD. Tu dis bonjour, ma nièce a les cheveux verts, elle aime le skateboard et les dauphins. Est-ce que vous avez un truc? On va la trouver, quoi. Et le jeu est en train de vivre ça. Ok. Si tu compares ton marché du jeu à celui des années 80, celui des années 90, oui, je suis vieux, et le marché aujourd'hui, tu es là-dedans. Tu peux aussi bien acheter du Voidfall ou du Skijo
Mais tu as aussi toute une gamme intermédiaire qui est du Acropolis, que sais-je encore. Enfin voilà. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec les éditeurs qui sont pas gros? Si je t'écoute, il y a que deux options, se faire racheter ou couler en fait. Non, animer le marché, ça fonctionne aussi. Forcément, peut-être des nouveaux gros acteurs de l'édition, non? C'est comme ça que tu le vois, toi? Alors, la concentration, elle va continuer. Ouais. Ça c'est évident. Les petits acteurs restent importants parce qu'ils créent la créativité. D'ailleurs, attends, je me permets de rebondir, mais du coup, ça peut être intéressant d'analyser le cas Matago. Je sais pas si t'as vu, qui disait qu'ils arrêtaient les jeux experts. En fait, ils arrêtent pas vraiment les jeux experts, c'est juste qu'ils font des partenariats d'autres studios qui s'occupent des jeux experts. En fait, il faut une concentration, mais un peu différente, c'est-à-dire qu'ils rachètent pas. Ils sont leaders du partenariat, on va dire. Si j'ai l'impression que c'est ça l'analyse, non, à faire. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est surtout ils réduisent la voilure de risque. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change qu'ils le fassent eux-mêmes ou que ça en parle? Ouais, ben si, c'est pas la même parce que c'est pas la même boîte. Ouais. C'est pas la même boîte, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas le même temps, c'est pas le même temps de personnel. C'est quand même un ensemble d'éléments qui sont importants parce que nous, ce qu'on voit toujours, c'est le produit fini. Et en fait, c'est pas là que ça se passe. Alors, je t'ai envoyé des petits slides, des petits slides sur l'écosystème du livre. Voilà. On fait ça très sérieusement. Hein. Voilà. Alors, mais le fameux, alors ça, c'est issu de Livre Hebdo, ça concerne le livre. Sur l'écosystème, on voit bien qu'on a deux pôles. Il y a le pôle production et le pôle diffusion. Si tu vas sur le pôle production, c'est le truc qu'on regarde nous, parce que c'est ça qui nous excite un peu. Parce que en haut à gauche, t'as auteur, hein, voilà, et au centre, t'as variable d'ajustement. Voilà, je veux dire variable d'ajustement, effectivement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'il y a quand même un ensemble de métiers qui apparaissent. Mais tous ces métiers, il faut les payer. Ouais. Donc tous ces métiers sont ventilés dans le prix d'un jeu. Hein, mais non, ils doivent être ventilés dans le prix du jeu. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Ce qui est intéressant sur cet élément chaîne du livre production, si tu regardes bien, alors je pense que les viewers ne verront pas trop, il y a que deux endroits où il y a un apport financier extérieur. C'est ce qu'on appelle les subventions. La subvention à l'écriture pour l'auteur. Je pense que dans le monde du jeu, on n'y est pas encore malheureusement. Et le statut d'auteur dans le monde du jeu pose un ensemble de questions. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles les subventions du coup le Centre national du livre aide des auteurs à écrire des livres. Okay. Voilà. Et donc l'auteur reçoit autre chose que simplement du droit d'auteur. Ah oui, je savais pas ça. Ok. Voilà. Ah bah oui. Il y a aussi ça dans le cinéma, l'aide à l'écriture et tout. Dans le cinéma, ça je sais. Ouais. Mais là, la question se pose justement sur la notion d'auteur dans le monde du jeu. Quand tu discutes un peu, enfin, je connais pas très bien le monde du jeu, hein, mais toutes les discussions que j'ai soit des auteurs qui me disent, voilà, je soumets une idée à un éditeur et c'est lui qui développe le jeu et l'idée. Mais ça, c'est pour les gros, dans le cas des gros en général. Hein. Oui, mais la loi fait pas différence entre les gros et les petits. Oui, je sais. Non, mais je précise. Tu es auteur ou tu es pas auteur. Je précise dans quel cas de figure, c'est plus fréquent, quoi. Ou alors, tu as des auteurs qui font tout de A à Z, l'éditeur étant principalement un graphiste et l'intermédiaire avec la diffusion. Oui, c'est excessif aussi. Je pense que parfois, il y a des collaborations aussi sur le développement, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, c'est plus rare, quoi. Oui, mais c'est la question, ça pose une question sur la notion d'auteur. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on voit par exemple dans des séries télé ou dans le cinéma. Tu te retrouves avec des contrats d'auteurs qui intègrent de fait les scénaristes, mais aussi parfois les producteurs parce qu'ils sont à la source de l'idée, mais aussi des réalisateurs parce que comme c'est eux qui produisent. Enfin bon. Donc, ce sont des définitions qui sont un peu plus complexes. Mais pour revenir à la chaîne du livre, tu vois que les apports externes d'argent
C'est juste des subventions. Si tu passes au nerf de la guerre, à savoir la diffusion, regarde la portion droite, tu as des dollars partout, parce que c'est là que circule le pognon. Ouais. Et le nerf de la guerre, il est là. Et pour revenir à tes petits éditeurs, c'est ça l'enjeu pour eux aussi. Tu peux rester indépendant, mais tu dois garantir une présence forte sur le marché, et donc tu dois bien t'entendre avec ton diffuseur, ton distributeur. Ouais. Mais ça veut dire quand même que tu produis suffisamment de types de jeux différents pour inonder plusieurs niches, non? Si tu te contentes d'une niche, ça reste plus compliqué ou pas forcément? Ah, tu peux te spécialiser. Tu peux te spécialiser. Prends par exemple le monde du livre. Tu as des petites structures éditoriales spécialisées dans les photos de nus, inventons. Au hasard. Qui ont des bouquins très classe, très chers. Ils en sortent 2 par an. Ils calculent leur économie sur cette base-là. Ok. Alors, est-ce que tu vis bien? La question se pose. mais ça peut exister. Mais très vite, il va y avoir quelqu'un qui jouera du pipeau derrière toi et qui dira, j'appartiens à une grosse maison. Ouais. Je n'ai pas de label photo de nu. Ouais. Collabon. Ouais. Et donc, la première étape, généralement, c'est la grosse structure va prendre des parts d'une certaine façon, ou va investir dans le capital de la petite structure, en disant, tu restes indépendant, mais toutefois, on bosse ensemble, et tu peux bénéficier d'un ensemble d'éléments structurels de mon appareil de production, qui vont te permettre de réduire les coûts, qui vont te garantir une certaine diffusion, de la distribution. Oui, parce que c'est ça que tu me disais aussi. Moi, des fois, je me posais la question de quel intérêt ces gros ont à acheter des petits qui occupent quand même des toutes petites niches. C'est à la fois inonder le marché et à la fois, comme tu dis, comme tu fais des économies sur la production de gros, du coup, au final, ça devient rentable, quoi, non? Et ça crée une image aussi de prestige qui fait partie du marketing, de la stratégie marketing globale, non? Il y a plusieurs éléments. Il y a l'image, en disant, regardez, même si je suis Satan, je suis super créatif et je suis sympa. Ouais. Alors, inonder le marché, j'aime pas l'idée, parce qu'elle est péjorative. C'est, j'occupe le marché. Oui, mais il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc, de fait, quand t'es ludicaire ou que t'es libraire, t'as l'impression qu'on inonde le marché, ou quand t'es critique littéraire et que tu reçois 200 bouquins par jour, t'as l'impression qu'on inonde le marché. Mais fondamentalement, ils ne font qu'occuper le marché. Oui. Dans le réel, il y a une surproduction. Vous appelez ça de l'hyperproduction. En fait, ça dépend où on se situe. Si on bosse dans le milieu, on appelle ça de l'hyperproduction. Pour un consommateur lambda, c'est de la surproduction totale et inutile, hein. On va être clair, hein. En gros, les extrémités de la chaîne, l'auteur et le libraire, le ludicaire, c'est de la surproduction. À l'intérieur de la chaîne, tous les autres maillons trouvent que c'est de l'hyperproduction. Et d'ailleurs, c'est marrant justement que tu fasses la distinction entre les deux, parce que c'est ce que tu me disais, c'est que c'était les deux parties les plus pressurisées. Tu peux expliquer un petit peu ce truc-là? Mais alors, on va arriver sur un truc. Tu peux descendre sur une image qui s'appelait Dictature de héroï, donc Retour on Investment. C'est ça? Non, c'est où? Ah voilà, c'est ça. Donc c'est un graphe très con, très basique. Tu as d'une part tes coûts et tu as les volumes que tu dois produire. Le nerf de la guerre, c'est le mot qu'on appelle le point mort. Parce qu'à partir du moment où tu dépasses ton point mort, les auteurs là. Voilà. Les auteurs sont pas loin. À partir du moment où tu dépasses ton point mort, eh bien, tu commences à faire des bénéfices, quoi. Ton chiffre d'affaires est intéressant. Ouais. Avant, tu fais des pertes. Ouais. Les auteurs se situent dans ce triangle rectangle qui se trouve juste au-dessus des coûts fixes. Tu vois, il y a un petit triangle là. Ouais. C'est là qu'on met toutes les variables d'ajustement. Les fameuses. Voilà, les fameuses variables d'ajustement. L'idée étant de pouvoir réduire ton point mort de façon à ce que ça disparaisse d'une certaine façon. Parce que tes coûts fixes, tu peux pas
les supprimer. Alors voilà, les coûts fixes, c'est quoi? Ça va être aussi bien l'électricité, la location de ton bâtiment, mais ta secrétaire, la matière première, tes salaires, la matière première, enfin tous ces éléments-là. Alors sur les matières premières, il y a encore moyen de moyenner justement quand tu es dans une grande structure. Bah même sur les salaires, j'ai envie de dire, il y a une concentration des tafs aussi qui fait que tu peux. Tu réduis le nombre de comptables, tu as des salaires en moins à payer. C'est ça. Moi j'ai l'impression que le capitalisme mécaniquement est une machine à créer du chômage de plus en plus, tu vois. C'est un autre débat. C'est le capitalisme a pour vocation que le capital s'engendre lui-même sans justement qu'il y ait toutes ces variables d'ajustement qu'on n'aime pas. Ouais. Donc revenons-y justement. Et donc la variable d'ajustement, c'est l'auteur, on le paie pas ou très peu. Mais ça va être tous les jeux sur lesquels, toutes les variables sur lesquelles tu peux encore jouer. Ouais. À savoir l'auteur, combien de droits d'auteur touche-t-il, quand il les touche, comment ils sont remboursés. Alors il y a quand même un cadre légal là-dessus. Hein. Même chose par rapport au magasin. Donc les extrémités de chaîne, comment je gère les retours dans le monde du livre, mais chez les libraires il n'y a pas ça, mais la marge qu'on va leur accorder, comment se passe toute cette relation commerciale avec ton magasin. Et ça se passe comment justement, du coup, c'est quoi les techniques employées Alors là, le rapport, l'éditeur n'a aucun lien avec le lidicaire. Ouais. On revient toujours à la diffusion, où vous avez des intermédiaires qui sont les personnes fortes là-dedans. Globalement, le milieu de la chaîne, ce sont ceux qui possèdent les commerciaux, donc ceux qui vont aller au charbon auprès des ludicaires pour définir les quantités, pour leur dire, regardez, comme mes produits sont beaux. Et ce sont des noms que vous entendez régulièrement, hein. BlackRock et consorts, c'est ça. Vous avez les stocks, la gestion des stocks, c'est-à-dire les entrepôts. Et vous avez les transports. Et toutes ces variables-là peuvent être redistribuées ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire maintenant au ludicaire, si tu me commandes un jeu, tu payes les frais de port. Si tu me commandes 1000 jeux, je te les offre. Ouais. Voilà, c'est une variable sur laquelle on peut jouer. Le frais de stockage. Tu parlais aussi carrément de techniques un peu prédatrices où un ludicaire, enfin, en l'occurrence, t'es libraire qui commande 30 livres, tu lui en livres 50 et tu dis, j'en ai commandé que 30. Renvoyez-moi les 50 alors dans ce cas-là, et le libraire peut pas se permettre parce que c'est une grosse sortie. Oui, il y a eu quelques épisodes connus comme ça, dont un épisode lié à une nouveauté de Bilal. Ouais. J'entrerai pas trop dans les détails. Ça se passe pas dans le jeu encore, ce genre de choses. Alors, dans le monde du livre, il y a plusieurs éléments qui sont différents, dont le droit de retour. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le livre n'est qu'en transit chez le libraire d'une certaine façon. Et donc là, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc les délais, la façon dont on rembourse, quand est-ce qu'on rembourse, enfin ce genre de choses. Oui, pour l'instant, j'explique vite fait, le retour, c'est qu'un libraire, il peut renvoyer des livres au bout d'un certain temps quand il est pas vendu, ce qui n'est pas le cas dans le milieu du jeu. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des soldes régulièrement à les grosses boutiques qui ont pas la place pour tout stocker, qui à un moment ont besoin de faire de la rotation, quoi. Alors, c'est pas des soldes, c'est ce que tu viens de dire, c'est du déstockage. Voilà. En fait, c'est bien parce qu'il y a des mots différents selon le corps de métier dans lequel t'es, Non, mais parce que les soldes sont encadrés légalement. Ont des périodes. C'est vrai, tu dois respecter un certain pourcentage, de la somme globale. Tu peux pas vendre à perte. Enfin, je suis pas juriste et je connais pas la loi française, donc ça, il faudrait que tu invites Paul Gara et elle t'expliquera bien tous ces éléments-là. Voilà, la fiscalité et autres. Mais le déstockage, c'est autre chose. Et c'est aussi une variable sur laquelle tu vas jouer, parce que le stockage est quelque chose qui coûte une fortune.
tant aux ludicaires, mais aussi à la diffusion-distribution si on s'est planté dans les quantités imprimées et autres. Généralement, ils arrivent à reporter chez l'éditeur un ensemble de coûts, mais mine de rien, le stockage est quelque chose qui plombe. D'ailleurs, en parlant de la production, tu m'avais dit que, par exemple, j'en sais rien, Asmodée décide de faire 3000 tirages d'un jeu. En fait, ces 3000 tirages ont déjà été négociés par les commerciaux qu'ils allaient le vendre en boutique, donc ils en tirent que 3000. Ce qui est pourquoi d'ailleurs souvent le jeu est en out of stock très rapidement, non? Tu m'avais pas expliqué ça? Ouais, alors je t'ai expliqué ça. Alors je sais pas si c'est le cas d'Asmodée pour l'instant. Non, mais c'était un exemple au pif. Mais de nouveau, en se calant sur les modèles d'application dans le domaine du livre, par exemple, il y a un slide qui résume ça, qui s'appelle Dictature du in-out. Ah, c'est le dernier. Ah, c'est le dernier. Au moment où tu signes un projet, tu te cales sur un objectif théorique. Ton objectif théorique qui va globalement répondre à 3 questions. Pour qui, pourquoi, combien. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un livre ou une bande dessinée en te disant « elle est trop bien » si tu n'as pas une réponse à pour qui, pourquoi et combien. Ouais. Et donc le pourquoi elle est trop bien, c'est un peu court. Pour qui 3 personnes, je prendrais peut-être pas le risque. Ouais. Voilà. Et donc, cela dit, tu peux encore le faire. Hein. Tu pourrais encore le faire, mais ça va impacter ton point mort, ton ROI et autres, et tu vas tout calculer de façon à optimiser ça et à pas perdre de la thune. Mais donc, tu te génères initialement un objectif théorique. C'est à ce moment-là que tes reps, donc tes représentants, ta force de vente, va sur le terrain, ou en tout cas attend les remontées du terrain. Ouais. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on était au festival de Vichy, tu entendais beaucoup de ludicaires qui te disaient « Ah, j'ai déjà vu le jeu à Cannes, j'ai déjà testé. » Enfin, voilà. Donc, c'est pas pour rien qu'on teste sur Proto. Ouais. Parce que comme ça, il y a déjà une sorte de parfum de jeu, de feeling, de ça m'intéresse pas, qui remonte. Ouais. Sur ces remontées de terrain, tu peux avoir un objectif adapté. Donc, tu te retrouves sur un truc où on te dit tout le monde est assez frileux. Bah, j'espérais en mettre en place 1000X ou 5000X. Je vais peut-être être plus bas, je vais peut-être réduire la voilure, toujours en confrontant ça à tes points morts et autres, hein, parce que à certains moments, tu vas pas sortir un jeu si on te dit tu le mets en place, mais que ton point mort il est à 1500 et que ta mise en place elle est à 500, tu vas préférer reporter le jeu, tu vas chercher d'autres circonstances, ou tu vas faire retravailler les gens en disant je pense qu'il y a moyen de rendre ça plus intéressant parce que donc c'est pas toi qui bosse, qui mobilise des fonds là-dessus. Ce que je comprends pas dans ce raisonnement et qu'on peut appliquer à la BD, enfin au roman et tout aussi, c'est que ces gens-là n'ont pas le temps de tout jouer et de tout lire. Donc il y a pas une création du besoin de la part des commerçants qui disent ça c'est le nouveau truc de ouf qui arrive, tu vois, sans forcément y avoir joué quoi. Ça c'est préparé en amont dans tes relations entre tes éditeurs et ta force de vente. Ouais. Donc tu donnes toutes les cartouches, tous les arguments, tous les éléments de langage. Eux lisent pas, testent pas, mais ils ont déjà une idée d'une forme de hiérarchie des produits. Ouais. Tel produit va être important parce que ça doit être notre banger. Tel produit est important parce qu'il vient juste remplacer un autre produit dans la niche. Tel produit va être important parce qu'il va nous permettre de concurrencer l'ennemi sur sa niche à lui. Voilà, ce sont ces éléments-là. Comment tu fais pour que la boutique elle distingue parmi la masse de sorties qu'il y a et dont tu me dis qu'en plus ça va pas ralentir? Qu'est-ce qui fait que tu te distingues vis-à-vis d'une boutique? L'auteur, le thème, enfin tu vois, genre c'est un ensemble de ces trucs-là, il y a pas une création du besoin derrière aussi, tu vois, genre celui-là on veut le pousser absolument et on a tout un tas de bien sûr d'outils pour ça quoi. Bah tu as des outils. Alors pour l'instant le jeu est probablement un peu
plus frileux là-dedans, mais parce que son économie est pas la même que celle du livre et que ça coûte probablement plus cher en termes de production et autres. Mais tout ce qui est goodies, publicité sur lieu de vente, donc ce qu'on appelle les PLV, les concours, tous les trucs. Si tu me prends 5 bouquins, tu reçois des SP des bouquins. Si tu m'en prends 10, t'as une réduction. Ouais, donc je pense de voilà. Avec ah oui, c'est du deal, c'est du commerce. Mais dans ce cas-là, c'est les gros qui s'en sortent le mieux, non? Du coup, qui ont de meilleures forces de c'est pas une question d'être gros, c'est une question d'avoir une grosse structure de diffusion. C'est ta force de vente qui fait le truc. Ouais. C'est-à-dire que si ta force de vente est trop importante et qu'elle représente 2500 éditeurs, tu sais que ça va être compliqué parce que eux-mêmes vont hiérarchiser. Ouais, bien sûr. Au sein de leur catalogue à eux, ce qui doit passer, comment ça doit passer, voilà. Et ce sont des négociations entre éditeurs et force de vente, entre force de vente et ludicaire. Alors, je sais que les quantités sont très différentes dans le monde du jeu, donc généralement j'entends, je commande pas, j'en prends 1, 3, 6, 12, enfin, donc j'imagine que tout ça est lié entre autres aux frais de port, mais tu peux avoir plein de petits réglages de nouveau. Si tu me les prends par 12, je te livre dans la semaine. Ouais. Si tu m'en commandes 1, je te livre dans le mois. Ok, donc maintenant on va partir. Attends, je termine parce que une fois que tu as toutes ces remontées du terrain, c'est aussi à ce moment-là que tu définis plus précisément tes tirages. Ouais. Et c'est aussi comme ça que tu commences à penser à gérer la pénurie parce que le stockage coûte une blinde. Ouais. Et tu peux pas te permettre d'avoir trop de stockage. Et ça se voit, quand il y a trop de stockage, ça déstocke derrière. Et ça déstocke très vite. Donc en fait, la pensée populaire qui est de dire qu'on fait exprès de faire de la pénurie pour créer de la hype est fausse en fait. Alors, c'est pas spécialement pour créer de la hype. Tu vas essayer de créer de la hype pour que ta pénurie arrive vite. Parce que si elle arrive vite et que tu as la possibilité, que tu as l'outil de production qui te permet de relancer, tu peux relancer. Ouais. Mais si on voit t'as pas l'outil, c'est quand même plus long. Voilà. Par exemple, je prends l'exemple de Star Wars Unlimited qui est en pénurie saison 1 et derrière, bah t'as tous les autres jeux de cartes qui ont déjà des chaînes de production, elle est pleine de fous. Tu te retrouves avec un manque à gagner quelque part. C'était quand même mal calculé ce truc-là et que derrière tu peux pas lancer aussi vite. C'est pas comme dans le livre, je pense, non? Alors le jeu c'est pas comme dans le livre. C'est pour ça que je dis ce sont des notions à la louche, juste parce que il faut arrêter la vision romantique des choses. On est dans du business. Alors la question que je me pose toujours par rapport à ces ruptures, c'est peut-être que sur le produit, il y a du manque à gagner, mais est-ce que au sein du groupe, tu n'as pas d'autres produits qui compensent ce manque à gagner? Ah ouais. Ne pouvant pas acheter du Star Wars Unlimited, ben j'ai quand même le Star Wars machin. Ah ouais. Sur lequel je vais aller parce que je suis fan de la licence, machin. Est-ce que le hardcore fan, lui, n'est pas prêt à attendre? Il va ronchonner, mais il va quand même prendre le produit qu'il arrive 2 mois ou 6 mois après. Ouais. Ce qui s'est passé avec l'Orcana, quelque part. Hein, voilà. Même souci. Ouais, pour moi, l'Orcana, il y a peut-être un autre problème. C'est que tu as un positionnement au départ. Alors, j'ai pas les chiffres, je sais pas trop. De nouveau, c'est au doigt mouillé. Mais j'ai l'impression que l'Orcana a d'abord un positionnement. On va faire un JCC pour les familles, ou en tout cas accessible très largement parce qu'on a une licence Disney, et que la pénurie arrive vite, et ce sont les ultra geeks qui ont été servis. Ouais. En se disant, ok, alors on doit capitaliser sur les ultra geeks et les familles vont embrayer derrière. Ouais. Pour faire du Pokémon. Ouais. Et c'est là, je suis pas certain qu'ils aient réussi cette bascule vers les familles et qu'ils ne soient pas en fait juste cantonné dans l'espace ultra geek, TCG, ultra geek Disney. Ouais. Mais du coup, projetons-nous un petit peu avec tous ces éléments.
comment tu vois l'évolution, du coup, à la fois pour les auteurs, pour les éditeurs et pour les boutiques. Donc peut-être commençons par les auteurs, le premier maillon de la chaîne de la variable. Donc que t'appelles la variable d'ajustement, on rigole dessus parce qu'effectivement, comme tu expliques, c'est quand même probablement celle qui est le plus pressurisée économiquement, quoi. Ah, c'est pas le plus de nouveau, c'est pas celui qui pisse le plus loin. Je veux dire, tout le système est sous pression. Ouais. Du fait de jouer sur ton ROI. Ah oui, ça c'est autre chose. Ouais. Et du fait de jouer du in-out et de maximiser les quantités qui sortent, de créer des pénuries, de gérer tes pénuries, d'éviter d'avoir des stocks. Si tu mets tout ensemble, ça crée un système sous pression. Les ludicaires sont sous pression, les diffuseurs sont sous pression, les structures éditoriales, même quand elles appartiennent à des grands groupes, sont sous pression et les auteurs sont sous pression. Il y a quelques années, c'est un certain monsieur Gallimard, qui a une certaine expérience dans le monde du livre, qui dans une interview qui a fait beaucoup polémique, présentait l'auteur comme un gars qui a un loisir. Voilà. Ouais. Tout est dit. Bah, j'ai l'impression, là, je vais donner un peu mon avis là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a deux catégories. Soit, bah, tu fais pareil qu'en fait, le système de base qui est inonde le marché de tes idées. C'est-à-dire, tu vois, des auteurs extrêmement prolifiques, mais qui, du coup, sont, je pense, pour la plupart du cas, t'amènent une idée, l'éditeur, après, la développe de son côté, et toi, t'es passé à autre chose. Et sinon, effectivement, les autres pour qui c'est un loisir, qui aimeraient bien que ça devienne autre chose, peut-être, mais qui arrivent pas à embrayer sur une autre façon de faire. Parce que le problème, c'est que oui, c'est un loisir. D'un autre côté, il y a quand même, notamment, par exemple, dans l'Eurogame, il y a quand même une charge de travail qui n'est pas du tout du loisir, tu vois, genre développer un jeu. Moi, je veux bien entendre des auteurs qui me disent que c'est un loisir, mais moi, j'ai jamais entendu ce point de vue-là, tu vois. Autant créer la conception de l'idée et tout, j'entends. Autant vraiment la partie dev, c'est pas un loisir du tout, hein. C'est vraiment, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est parce que tu vois l'Eurogame. Oui. Et de nouveau, tu dois avoir un marché très très large. Ouais. Donc, je tirerai pas de conclusion sur le fait je suis très présent, j'ai beaucoup de jeux à mon actif et je le développe pas moi-même. Je pense que tu as des auteurs qui sont très présents et qui sont très présents dans le développement aussi. Par contre, ce qui est important... Je pense que t'es un peu obligé de trier les cas. C'est impossible de développer 10 jeux, ouais. 10 jeux sur un mois, tu vois ce que je veux dire, genre... Non, mais 10 jeux sur une année, oui. Ouais. Parce que tu vas devoir t'adapter au marché. C'est-à-dire que soit tu vas te spécialiser dans un type de jeu ou de mode de pensée qui va être en phase avec le marché. Je pense par exemple à Johan Levert récemment. Ouais. Des jeux casse-tête de déduction. Qui a commencé sur Myrmès et qui effectivement a complètement transitionné vers du plus familial entre guillemets, en tout cas plus ouvert. Mais la question n'est pas familiale ou pas familiale, c'est qu'à la base c'est un joueur de gros jeux. On voit bien l'héritage de Myrmès, de son héritage de joueurs d'Antiquities, enfin ce genre de jeu là. Mais il a aussi un vrai savoir-faire dans le jeu de déduction de casse-tête ou autre. Il en produit il en propose un. Les éditeurs sont très réactifs dessus, on lui en demande d'autres. Et voilà, ça devient une sorte de marque de fabrique. Ouais. Ça n'aura qu'un temps. À lui de se renouveler, de trouver autre chose. Mais je pense qu'il est très présent dans son développement de jeu. Tu peux avoir des Bruno Catala qui ont aussi des mécaniques très Bruno Catala ou du Rainer Knizia qui ont des mécaniques très Rainer Knizia. Et qui peuvent balancer sur des jeux très très famille à des jeux peut-être que l'on dirait plus initiés ou initiés plus, même si tout le monde sait, toi le premier, que je déteste ces catégories. Voilà, du Thierry Vert, même chose. Tu vas avoir de la diversité dans ton catalogue personnel, mais entre du jeunesse et tu vois comment l'évolution des auteurs, genre la prolifération des méga auteurs entre guillemets qui produisent énormément et la disparition des petits auteurs, ou juste tu vas avoir une courbe en U. Quoi? Tu vas avoir une courbe en U.
Ouais. Énormément d'auteurs qui vont sortir un jeu. Ouais. Voire un deuxième. Et ça va être une activité accessoire. Très peu d'auteurs dans le ventre mou. Et quelques auteurs avec des auteurs stars. Et puis des auteurs qui ont une production assez régulière, assez fréquente. Chaque année, tu verras 2 jeux à leur nom, un jeu à leur nom, ce genre de choses, comme tu as en littérature, comme tu as en bande dessinée. Ouais. Et tu vois une évolution au niveau droit d'auteur et tout. Tu vois, par exemple, j'ai pas l'impression qu'il y ait de syndicats d'auteurs qui fassent pression sur ces choses-là. Alors ça va s'installer. Ouais. Ça va s'installer. C'est aussi là que je parle d'adolescence. Ouais. C'est qu'il faut du temps pour que des syndicats d'auteurs se mettent en place. Ça va aller dans ce sens-là, quoi. Mais ça va aller dans ce sens-là. Tu ne peux pas ne pas aller dans ce sens-là. Tu vas avoir des contrats qui vont être de plus en plus carrés. Enfin, moi, j'ai vu certains contrats d'auteurs de jeux. J'étais terrorisé de ce que je lisais. Ouais. Puisque ça tenait sur 2 feuillets, c'était un peu écrit le doigt mouillé et tu voyais pas trop qui faisait quoi dans le projet. Ouais. Là où quand tu compares à des contrats classiques en bouquin, t'as 20 pages. Quand t'es auteur, honnêtement, tu signes les contrats sans trop comprendre ce que t'es en train de signer. C'est bien le problème. Voilà. Et c'est là. Un peu d'expérience. Ouais. Et c'est là comme ça que ça marche. Bah, tu vois, genre, effectivement, c'est le truc un peu amateur du début de. Ouais, mais c'est là que tu dois quitter l'enfance. Ouais, tu vas devenir adulte. Et c'est aussi là que c'est souvent très compliqué. T'as des auteurs qui disent on parle pas de mon jeu, l'éditeur ne fait rien pour défendre mon jeu. Bah si contractuellement il doit pas le faire, pourquoi il le ferait? Ouais. Parce que contractuellement il doit le faire. Ah bah dans plein de contrats, en tout cas, on précise que le rôle de l'éditeur c'est d'aider au développement, c'est de tout mettre en œuvre pour que le jeu soit connu, que sa promotion soit organisée, ce genre de choses. Enfin voilà. Que sur le tirage, voilà, X exemplaires soient retenus à des fins de service de presse. Enfin, ce genre de choses. Tout ça peut être défini. Ok. Ça marche. Niveau éditeur, est-ce qu'on va avoir d'autres phénomènes? Enfin, moi j'avais l'impression à entendre que soit il y allait avoir des phénomènes de concentration, soit il y allait avoir pas mal de studios qui allaient couler, mais peut-être par couler veut dire se faire racheter en fait, tout simplement. Tu vois, par exemple, on prend l'exemple de Funforge qui en début d'année a passé un contrat de distrib avec Asmodée. Moi maintenant qu'on a eu tout ce genre de discussion et tout, je l'analyse en mode Asmodée veut tâter le terrain avec Funforge avant soit un rachat éventuel, tu vois. Non. Mais je peux pas me positionner sur le cas Funforge. Je connais pas le dossier de nouveau. Je suis pas économiste culturel. Mais ce que tu vas avoir, pour l'instant, c'est le Far West par ce statut d'adolescence. Enfin, par cet état d'adolescence. Depuis le Covid, on a énormément de nouveaux éditeurs qui se créent. Ouais. Voilà. Il y en a plein qui vont se péter la gueule. Voilà. Tu as une série d'éditeurs qui sont plus ou moins en place, qui ont fait leurs preuves, mais qui vont devoir choisir les créneaux, les niches dans lesquelles ils vont se battre. Tu as une série d'éditeurs qui vont connaître des mutations internes. On l'a avec comment ça s'appelle quoi? Un éditeur qui jusqu'à présent ne faisait que du KS et maintenant passe sur le retail Monolith. Voilà. Alors bizarrement, tu as l'arrivée de Marc Nunes, ancien boss d'Asmodée chez Monolith. Le positionnement retail devient un enjeu important. Ouais. Après, c'est vrai que pour avoir vu la vidéo un peu sur le sujet, t'as l'impression à les écouter qu'ils savent pas, enfin, que c'est un pari, mais qu'ils savent pas, tu vois. Que le marché est très dur à analyser, tu vois. Même pour la promo, j'ai l'impression que sur la promo, ils ont l'air de se poser beaucoup de questions sur comment on arrive à faire promouvoir un jeu, à le faire sortir de... C'est encore autre chose. Ouais. C'est encore autre chose. Mais de fait, le marché est très instable parce que plein de nouveaux acteurs, et comme je disais, c'est l'adolescence, on essaye des trucs, on teste les limites, on va voir jusqu'où on peut aller, comment on peut le faire, enfin... Ouais. Plein de trucs du genre.
je serais pas étonné que soudainement apparaissent des nouvelles stratégies commerciales auxquelles on n'a pas vraiment pensé, mais on le voit. C'est en train de bouger parce que entre Funforge, effectivement, dont je parlais, du coup Matago qui vient d'annoncer d'arrêter les jeux experts, mais en fait c'est pas ça la vraie annonce. La vraie annonce, c'est le fait d'établir une espèce de collaboration intra-studios internationaux et tout ça. Et puis même, tu vois, un exemple aussi qui paraît peut-être un peu anecdotique, mais moi qui les suis régulièrement, ça m'avait un peu étonné, j'avais pas trop compris quel était l'objectif, mais Super Meeple qui s'associe avec Origame par exemple pour chronologique, jeu plus familial entre guillemets, vu qu'on parlait des Yohan Levé. Là tu vois pareil, ça peut être intéressant à analyser aussi ce genre de partenariat et qu'est-ce qu'il y a derrière exactement en termes de stratégie, tu vois. Mais si tu prends Super Meeple, c'est quoi Super Meeple? C'est un gars qui fait des jeux experts. Ok, mais ils ont sorti Expédition, hein. Ouais. Enfin, Expédition autour du monde. Ouais. Plus familial que ça, il n'y a pas, hein. Ah, c'est sûr. Il s'associe à Origame. Probablement que l'association est aussi liée au fait qu'Origame a des fonctions, entre guillemets, d'agent ou d'agent de production ou ce genre de choses, à un studio graphique, enfin, à plein d'éléments. Ouais. Donc, ce sont toutes ces associations, on va les voir aujourd'hui. Ouais. Tout comme, en parallèle, on voit des jeux qui cartonnent, mais qui sortent tout à fait de notre spectre à nous, nous, fans de jeux, qui suivons les influenceurs ludiques et ainsi de suite. Moi, je suis bombardé de pubs pour des jeux type Petit Bac, Jeux du cul et compagnie. Je sais même pas non. Et donc, voilà, que tu ne vois absolument pas chez nos ludicaires, mais qui débarquent directement en grande surface. Ouais. Et derrière, il y a des maisons d'édition qui produisent du jeu. Hein. Ouais. Et du coup, c'est ça. Et qui produisent du jeu qui vendent bien. Tu vois de nouveaux exemples à la Hachette avec des grosses boîtes d'édition qui viennent dans le milieu du jeu. Tu vois ça arriver, toi, ou... Alors, des grosses boîtes qui viennent, non, mais des grosses boîtes qui rachètent, oui. Ouais. Comme Hachette le fait. Hachette, c'est pas les enfants de cœur, hein. Ils savent ce qu'est le business. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc probablement que Editis regarde, probablement que Gallimard s'interroge aussi. Voilà, bon, je prends le monde de l'édition livre. Parce que dans le livre, c'est ce qui s'est passé. Il y a que du gros qui concentre quasi tout le marché, de toute façon. Alors, le gros concentre une grande quantité du marché. Ouais. Tu as un nombre de diffuseurs-distributeurs très réduit, puisque la plupart des gros possèdent aussi ces structures-là. Hein. Ils possèdent aussi bien la création, mais ils possèdent les stocks, les hangars, les camions, la force de vente, voire parfois même des librairies. Tu vois ce genre d'évolution pour le monde du jeu, du coup, ça te paraîtrait... Ouais, je peux pas que Rabanne, j'en sais rien, tu vois. Mais non, mais en tout cas, ça a l'air d'avoir des mécanismes un peu similaires, quoi. Parce que économiquement, ces mécanismes-là sont éprouvés. Ouais. Tu fais des économies d'échelle. Tu diriges pleinement tous les éléments de la chaîne. Ouais. Donc, voilà. Et ça te permet aussi, dans ta création, de rebondir. Je suis éditeur de livres, mais j'ai un éditeur de jeux à côté. Bah, je vais faire des jeux avec mes licences livres. Ouais. Donc, mon auteur de roman sera content. Ma maison de jeu peut s'appuyer sur le fait que je sorte les bouquins en question. Voire, j'arriverai, ce que fait très bien Hachette, à poser mes jeux en librairie, donc dans un autre lieu. Ouais. Que le ludicaire. De plus en plus de jeux, au final. C'est ce qu'on a dit la première minute de rencontre. Ah, je sais, mais je mets ça en mode conclusion aussi, tu vois, histoire de bien caler le point, quoi. Et sur les boutiques, tu vois l'évolution comment? Bah, toi, tu m'avais dit quand on en avait discuté que celles qui avaient leur local, ça allait le faire, mais que celles qui avaient des loyers à payer et tout, ça allait être de plus en plus compliqué, quoi. Bah, si tu possèdes les briques, tu t'en sors.
parce que tes coûts fixes sont plus contrôlables et ta surface, tu la connais. Enfin, ton problème va être un problème de surface. Si tu es effectivement avec un loyer qui va augmenter puisque inflation, machin truc, ton électricité augmente, le coût de tes employés augmente et tout, sont des variables qui effectivement sont plus complexes. Alors là du coup explique un peu, parce que c'est un peu contre-intuitif, comment un marché qui est en croissance de plus en plus et qui produit de plus en plus va faire qu'au final t'as des boutiques qui vont pas réussir à en vivre alors que ça produit plus et qu'il devrait y avoir de plus en plus de gens touchés. Parce que, alors, les gens touchés ne vont peut-être pas acheter en boutique. Du fait de la croissance de ton marché, les GSS, donc grandes surfaces spécialisées, vont être plus présentes. Les grandes surfaces vont être présentes. Les acheteurs grands comptes vont être présents. Et tout ça va amener d'autres procédures sur le marché. On le vit au moment de l'enregistrement, on vit un petit scandale, puisqu'il y a le fameux jeu duel en terre du milieu, qui ne doit sortir que dans quelques jours, et qui est déjà en facial partout, en Fnac, en Cultura et autres, parce que les gars ont reçu leur stock, et eux ils se posent pas la question d'une date de sortie. Hein. C'est clair. Par contre, tous les ludicaires sont en train de freiner, parce qu'on leur a dit tu ne peux pas les mettre en vente avant telle date. C'est fondamentalement un scandale pour les ludicaires. Asmodée ne va évidemment pas aller dire à la Fnac, les gars, vous respectez pas les règles du jeu, on vous vend plus rien. Bah, bien sûr que non. Ils peuvent le dire au petit ludicaire qui a 6 boîtes, mais pas un mec qui a pris des palettes. Et donc, que faire? Et tu vas l'avoir de plus en plus, puisque ton assise de clientèle va augmenter, donc tes GSS, voire grandes surfaces, vont lentement mais sûrement aussi se diversifier. Tu commences à voir du Ark Nova, tu commences à voir du jeu, entre guillemets, expert dans ces espaces-là. On va le dire du gros jeu. Voilà, c'est aussi à ça que sert un as d'or, hein. C'est pas un prix, c'est un label, hein. C'est pour pénétrer ces strates-là du marché. Mais le jour où ton ludicaire dit, oh, moi, Ark Nova 2, j'en voudrais 3. Ça va me faire mon trimestre. Et que tu as un acheteur grand compte qui te dit, moi, Ark Nova 2, je prends une palette de 10 000. Bah, tu sais qu'il va souffrir, hein. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé dans le jeu vidéo. Tout ça a créé complètement la disparition des boutiques. Plus la dématérialisation. Bon, ça, c'est un autre problème, du coup. Je pense que ça a beaucoup joué aussi. Mais il y avait très vite ce problème, effectivement, des grandes surfaces qui achetaient des lots colossaux. Mais ta question va être, est-ce que tu peux encore être un ludicaire généraliste qui veut essayer de tout suivre? Donc c'est déjà plus possible de tout suivre, hein, on est d'accord. Là c'est déjà plus le cas. Voilà. Donc la force du ludicaire, ça va être de connaître sa clientèle, d'adapter ses coûts à la dite clientèle et d'avoir ce service. Voilà. Et donc de dire à un gars, tu veux duel en terre du milieu, je l'ai pas. Tu vas l'acheter à la Fnac, tu le trouveras. Par contre, je connais tes goûts et ce jeu-ci, il y a que moi qui l'ai et tu verras, il te fera plaisir. Comme tu as aujourd'hui certains libraires qui te disent, le Largo Winch, l'Astérix, ils l'ont parce que c'est dommage de pas l'avoir. Mais ils se battent pas pour le vendre non plus. Bien sûr. Je vois. Ok, bon, je crois qu'on a quand même établi un gros périmètre des choses. Est-ce que t'as des choses à rajouter, toi, de ton côté C'est une période joyeuse. Il faut voir le côté fun du jeu. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, vu qu'on s'est vu à Vichy, on pourra en parler et tout rapidement. Moi, c'est la première fois que j'y allais, et toi aussi. C'était beaucoup plus gros que ce que je pensais, non? Il y a énormément de gens quand même, tu vois. Oui, mais de nouveau, je pense que c'est l'adolescence des choses où on a du mal encore à serrer qui et quoi, pour qui, pourquoi. Voilà, donc plein de nouveaux éditeurs. Enfin même, alors Vichy, c'est structuré autour des diffuseurs.
Donc c'est clairement fait pour les ludicaires. Ah ouais. Sauf qu'il y a plein d'autres gens comme nous. Voilà, il y a plein d'autres gens. Et quelque part, c'est pas notre place. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est plus calme qu'à Cannes, parce que ça reste un salon professionnel. Et donc, oui, on peut avoir des discussions avec les éditeurs, la force de vente. Tu vois comment l'évolution du journalisme, la critique, tout ça, dans le milieu? Ah ben, vas-y, fais-moi mal. Le problème aujourd'hui du journalisme, de la critique et de la communication culturelle, c'est que une concurrence économique s'est créée entre des acteurs qui pourraient ne pas être concurrents. À savoir, j'ai aucun problème avec les influenceurs. Ouais, pour preuve, je suis sur ta chaîne. Hein. Et donc, tout ça peut normalement se compléter. Moi, je fais du généraliste. Toi, tu es très spécialisé. Bah, il est normal qu'on se complète et on essaie de véhiculer la même passion. Le problème, c'est que toi, tu le fais gratos. Ouais. Voilà. Et que les influenceurs aujourd'hui, pour beaucoup, n'ont pas compris que ils généraient une valeur. Et donc, à force d'avoir des gens qui font des trucs gratos, juste parce qu'ils reçoivent une boîte de maquillage, un parfum, que j'ai toujours un voyage, ou que sais-je, tu dévalorises tout le reste. C'est le principe du beurre, hein. Ah, bien sûr. Et donc, quand le journaliste arrive, ou essaye d'avoir une approche professionnelle, on lui dit, je vois pas pourquoi je paierais, ou je vois pas pourquoi je te paierais, moi, rédaction. Alors que dans le même temps, il y a Zouzou qui est prêt à le faire gratos. Ouais. Ou à bas coût. Voilà. Mais le truc, de toute façon, il y a aucun éditeur qui va payer pour de la critique, c'est pas leur place, tu vois. Mais il pourrait. Ouais. Ah ouais? Pourquoi? Mais évidemment. C'est un budget promo comme un autre. Parlons-en en bien, parlons-en en mal, mais parlons-en. Donc et tu as des éditeurs qui ont une réflexion qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Dans les événements qui ont marqué ces derniers jours, tu évoquais Matago et autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'arrivée de Guillaume Shifumi chez Lucky Duck. Alors pas tant l'arrivée de Guillaume Shifumi, mais surtout le fait que l'autre Guillaume monte d'un cran dans des fonctions beaucoup plus B2B encore. Ouais. Parce que, et là aussi dans les éléments on le cite pas, mais Lucky Duck est racheté par Goliath. Ouais, exact. Et Goliath, pourquoi? C'est un spécialiste et un professionnel du jouet. Ouais. Mais il sait que le jeu est en train de boucher. C'est comme Hachette. Ouais. Et donc, il va vouloir commencer à placer du jeu léger, du jeu famille, du jeu dont Lucky Duck a une spécialité, ce jeu entre console et jeux de plateau, pour rassurer les familles en disant regardez, certes vos enfants sont excités parce qu'on utilise un écran, mais en même temps c'est du jeu de plateau. Enfin, il y a plein d'éléments de cet ordre-là. Ouais. Goliath a une vraie structure de communication. Goliath a un studio multimédia. Hein, donc, donc on pourrait avoir une Lucky Duck TV, hein, ce genre de choses. Ouais. Parce que les outils existent. Et les outils existent dans une grosse structure où la rentabilité serait gérée. Dans ce cas-là, les éditeurs vont plutôt internaliser leur propre communication plutôt que payer des gens pour faire de la critique, qui peut être par essence d'ailleurs négative. Tu vois ce que je veux dire, genre. Oui, certainement. Mais je dis, mais tout ça de nouveau, c'est un peu le Far West. À Vichy, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont demandé comment se gérait le public rédactionnel. Donc, à savoir comment acheter des pages dans des magazines. Okay. Ou acheter, alors pas de la pub en radio, mais un sujet. Ouais. Et donc, tu as régulièrement en radio, que ce soit sur France Télévisions, pas sur Radio France ou autre, ou sur la RTB, par exemple, des sujets. Tu sais qu'en fait, la chronique ne peut exister que parce qu'il y a des sponsors derrière. Ouais. Mais sauf que il y a des conflits d'intérêts, quoi. Tu vois. Ah, c'est tout le imagine, jeu.
tu vois, genre un éditeur, il va pas t'envoyer un jeu pour payer une critique qui est mauvaise, tu vois, par exemple, ça n'a aucun sens, tu vois. Ça dépend des contrats que tu signes. Ok. Non, ça dépend. De nouveau, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'une critique négative? C'est un autre débat qu'on pourra avoir une critique ces jours. Qui dit pas que le jeu est bien, on va le dire comme ça, parce que c'est pas forcément négatif en soi. Eh bien, ce ne sera... Alors, en généraliste, tu le présenteras très rarement comme ça, par exemple. Ouais. Tu vas dire tu pourras dire public, ça pour tel type de public c'est intéressant, pour tel autre type de public ça ne l'est pas. Ouais. Et c'est une information. Et donc il n'y a plus aucun problème de ça. Sauf qu'il y a fondamentalement des mauvais jeux, des mauvais livres, enfin qu'on peut estimer en tout cas, tu vois ce que je veux dire. On peut estimer qu'il y a des œuvres qui sont pour personne et qui ont raté leur cible, tu vois. Ah non, alors justement, mais là on revient à la question initiale du fameux pour qui. Ils sont pas cons les éditeurs. Ils savent aussi que si le bouquin ou le jeu n'est pour personne et que sa fonction est juste d'occuper un espace et de marger autant que faire se peut, de rentrer dans tes frais, d'être un peu présent ou autre. Toi, ils ont une acuité naturelle de la qualité de ce qu'ils sont en train de... Moi, j'ai pas l'impression dans le jeu, très honnêtement. Moi, je pense que oui. Des fois... moi, je pense... Ouais. Ah bah, évidemment. Ok. T'as affaire à des professionnels. Ils savent, alors ils ont parfois des espoirs en disant, on sait que c'est moyen, bof, mais ça trouvera quand même à peu près ce public-là. Si ça le trouve pas, bon bah tant pis. Ouais. Mais ils sont pas dupes. Là où c'est plus difficile, c'est de trouver la super perle rare où tu es sûr et certain que ça va cartonner. Ouais. Mais ça, même si je pense que, tu vois, Duel en terre du milieu, ils savent ce qu'ils font. Ah, bien sûr. Quand Playpunk lance Captain Flip. Bien sûr. Ils savent ce qu'ils font. La question après, c'est le volume global. Ouais. Et ton résultat global, sur lequel tu vas pas prendre de pari. Mais ils savent qu'ils dépassent leur point mort. Ils savent qu'ils vont rentrer dans leurs frais, qu'ils vont avoir du bénéfice et que l'image va être bonne. Ah ouais. Ok. Bon, ben là, je crois qu'on a vraiment tout couvert. Il est peut-être temps d'aller manger, vu qu'on enregistre ça le midi et que je suis en train. Alors, mangez puis suicidez-vous. C'est important que Bah non, parce que là, on a annoncé que des bonnes nouvelles. Il va y avoir de plus en plus de jeux, des jeux qui se vendent partout, en plus gros volume, avec de plus en plus de gens qui jouent. Qu'est-ce qu'il y a mais le gâteau va gonfler. Quand détruit le résumé, c'est ça. C'est le gâteau gonfle. Mais les parts se rétrécissent. Ouais. Et d'ailleurs, tous les débats qu'il y a eu un peu post-Covid sur le fait qu'il fallait peut-être essayer de produire un peu plus responsable et éthique, on oublie un petit peu, non? Tout ça, ça rentre pas vraiment avec la logique qu'on vient de décrire. Ou alors... Si on y arrive, si. Mais c'est marginal. Ouais. De nouveau, ce sont ces fameuses variables d'ajustement ou autres. Si produire écologiquement, ça rajoute 45 cents à mon jeu, ouais, mais c'est pas le cas du tout, tu le sais bien. Si ça rajoute 8,50 €, bah, sans compter le calcul est fait, que notamment en Chine, ils ont des usines spécialisées, ultra technologiques, qui ont une avance technologique sur la manière de fabriquer des jeux, qui est tellement dur après à retranscrire. Il faut des subventions de l'État. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça nécessite des politiques économiques qui sont incroyables. Voilà, je reviens au premier graphe qui montrait les seuls apports d'argent. Revenons au premier graphe. Dans la production. Ce sont des aides structurelles aux éditeurs. Ouais. Donc tu peux très bien rentrer dans des politiques où ton imprimeur, ton fournisseur de papier ou que sais-je, peut aller chercher des aides structurelles. Ouais. Parce qu'il fait ça. Ouais. Et donc tu peux très bien avoir un gars qui va casser les prix en local parce que sa machine est financée par une collectivité, par l'État, par ce genre de choses. Et tous ces leviers existent, bien sûr. Puisque en même temps c'est de l'emploi local, c'est ce genre de choses. Bien sûr. Donc de nouveau, le jeu c'est pas juste un auteur dans sa cave qui donne un truc fini à un éditeur, qui l'envoie à des ludicaires et c'est fini. Non, ça c'est vraiment marginal par rapport à tout ce qui rentre. D'ailleurs, pour juste finir là-dessus, mine de rien, le milieu du jeu entretient quand même un peu une illusion, parce que moi, quand je parle avec des gens sur les auteurs de jeux et tout, ils ont aucune conscience de ce que c'est.
enfin de ce que ça implique financièrement, c'est-à-dire un contrat de droit d'auteur avec une avance de 1000 à 2000 balles, et ça c'est ce que tu touches pendant 2 ans. La plupart des gens n'ont aucune idée de ça, et même du nombre d'employés des fois dans les boîtes. Par exemple, dans Super Meeple, les gens hallucinent qu'il y ait que 2 personnes, mais parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de contrats externalisés. Enfin, tu vois, ça c'est aussi la mode qu'on voit dans plein d'autres secteurs, qui est avoir peu d'employés fixes, la presse, beaucoup d'externalisation. Ouais, c'est ça. Mais pour limiter ces fameux frais fixes dont on parlait. Voilà, exactement. Parce qu'avec frais de mission, sont fiscalisés autrement, sont imputés autrement à tes budgets, enfin, ce genre de choses. Ouais. Et c'est pas le milieu du jeu, c'est le milieu culturel. Ouais. Parce que le milieu culturel conserve cette dimension romantique. Ouais. Hein, on te parle dans le cinéma, on te parle des acteurs. Ah, bien sûr. On parle rarement des producteurs, des petites mains, de l'industrie, de la fiscalisation. Et puis de comment l'argent circule, qui touche quoi et tout, c'est absolument pas... Le milieu du livre aussi. Ouais. Tout le monde a envie d'écrire un roman, tout le monde veut être auteur. C'est super, non. C'est une économie. Enfin, c'est pas pour rien qu'on dit le marché du cinéma, le marché du livre, le marché du jeu. Ce qui est important, c'est les marchés. Hein. Ah, ben... Bien sûr. Non, ce qui est important, c'est la créativité, le plaisir. Michel, voilà. Rappelle-toi. Et on est tous une grande famille. Revoyez Foster, un excellent film. Regarde, on se parle. Bon, bah, sur cette magnifique conclusion, on va aller manger. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est relativement longue, je pense qu'on n'est pas loin des 1h30, on est bien à 1h15, là, on a fait une bonne grosse vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé un format un peu différent. Ça faisait un moment que je voulais parler un peu de l'économie du jeu et du marché du jeu, justement, et pas que du côté romantique du jeu. Surtout que là, il y a pas mal d'évolution en ce moment, je trouve. Et Michel était la bonne personne pour ça. Il fallait que je te rencontre dans une voiture sur un trajet pour aller à Vichy. Et puis, merci à toi, du coup. Mais merci à toi de m'avoir invité. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Exactement. On peut te suivre où, du coup, exactement? Alors, dans les pages de Femmes d'aujourd'hui, à la RTBF en matinale télé dans le 6-8, mais je parle principalement de livres, hein, c'est d'abord ça mon premier boulot, si ce n'est pendant les vacances scolaires. Je suis aussi sur la 3 de la RTBF dans une émission littéraire qui s'intitule Sous couverture. Je suis aussi en radio. Bah oui, sous couverture, quel beau jeu de mots. Donc je suis aussi en radio dans une émission qui s'intitule L'entrée sans frapper sur la première. Et puis sinon, vous allez sur Facebook, Michel Dufrane, c'est moi, sur Insta, Michel Dufrane. Et peut-être qu'un jour, je ferai aussi des vidéos YouTube ou des chaînes Twitch ou autres, puisqu'apparemment, il faut faire ça aujourd'hui. C'est ça. Et je t'inviterai. Alors. Ah, merci, ça me fait plaisir. Dans ce cas-là, j'espère être le premier invité. Voilà. Et on parlera game design. C'est ça. Le sujet qui n'intéresse personne, hein, mais non, je rigole. Ok, très bien. Bah, merci à toi, merci à vous. À bientôt. Dites-nous si ce genre de format vous plaît. Et puis, des gros bisous. Ciao.